Oh, ça bon les carnets, oh, c'est une drôle de journée, de semaine, ou plutôt de semaine. Oui, c'est peut-être pour ça aussi, de l'instable qui vient là. De l'instable qui vient là, et l'instable c'est en particulier que jeudi, bah, il y a des mois que j'ai pas repris le train pour aller. Autrefois je faisais toujours ça, tu pars pour une lecture, tu vois, à tel endroit, t'as des routines de ça. Or, là, jeudi, c'est donc Café de la Mairie à Saint-Sulpice, 50 ans pile du 18 octobre 1974, où Georges Perec s'assoit et commence à prendre les notes qui deviendront tentatives d'épuisement d'un lieu parisien. Alors je suis très content, très fier, et puis de toute façon, moi ça correspond tellement à une dimension permanente du travail d'aller faire ça, mais tu comprends, tu ressasses déjà en amont. C'est-à-dire, il faut que tout se prenne, c'est-à-dire la lecture, le truc à deux voiles avec l'ami à Pepe Cavalieri, italien de chez Italien, et fier que je sois son ami qui m'invite avec ses étudiants le matin justement sur un espèce d'espace, et l'après-midi dans la salle du Café de la Mairie à l'étage. En bas aussi il y a l'association Georges Perec, avec beaucoup d'amis, mais c'est vraiment indépendant. Nous, c'est vraiment une invitation là, après ce truc à la fac. Et l'idée, c'est pas d'aller faire les ouaves là comme ça, c'est d'enregistrer 1 heure chrono de vidéo avec cette double lecture. Donc il faudra que j'ai cet appareil avec ce micro. J'aurais planté sur un pied spécial ce micro là avec le petit zoom f3. Donc lui, il faudra sa batterie. J'aurais un petit peu à l'arrière, un petit peu surélevé le deuxième appareil, là, le GH5S, pour avoir un cadre un peu plus large. Alors, tu rumines tout ça, les bouquins pour le matin. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais... Et puis, là... Je reprends un gros boulot sur Bob Dylan. Gros boulot, je sais pas, mais toi, le livre est de 2006, donc il y a plus de 15 ans. Il faut que tu remettes à tout ça. Moi, j'ai changé. Sans doute que à l'époque aussi, c'était vraiment découvrir tout avec les mains. Or, quand tu vis après, j'ai vécu différemment avec Bob Dylan depuis ce livre. Donc, si remettre. Alors tout ça fait que waouh, c'est peut-être pour ça le plantage du lien de Zoom, mais bon, ça fait rien, on a plein de choses. Et dans ces trucs d'instable, tu vois, ce qui revenait, c'était un drôle d'impression de texte. Je savais pas, qui travaillait dans des rêves la nuit dernière, et j'arrivais plus à identifier, mais d'où ça vient ce truc, d'où ça vient cette impression bizarre là, cette impression avec évidemment un peu d'angoisse, de trouille. Et ça aussi, ce qui est bizarre, c'est que il suffit que tu aies ce truc d'article, et puis ce rendez-vous là de lecture vendredi, et les boulots en cours, c'est pas qu'ils s'éloignent, mais ils sont un petit peu en attente, à distance. Alors, c'est un petit peu ça, et je l'ai retrouvé, le texte. Alors, ce texte, je vais vous le lire directement, puis après, vous me direz si vous... combien petit je devais être encore. Je le vois, ceci, que j'étais à genoux sur le fauteuil pour atteindre plus commodément à hauteur de la table sur laquelle je dessinais. C'était le soir, en hiver, si je ne fais erreur, dans notre appartement en ville. La table se trouvait entre les fenêtres de la chambre. Il n'y avait d'autre lampe dans la pièce que celle qui éclairait mes feuillets, et le livre de Mademoiselle, car Mademoiselle était assise à côté de moi, un peu en retrait, et lisait. Elle était loin quand elle lisait. Je ne sais pas si c'était dans son livre. Elle pouvait lire de longues heures durant. Elle tournait rarement les pages. Ça aussi, ça revient quand tu remets le temps. C'est-à-dire que lire c'est cette occupation-là, mais lire, c'est ce qui se passe mentalement parce que tu es devant le livre. Ça suppose pas que tu avances forcément. Et j'avais l'impression que sous ses yeux, les pages devenaient sans cesse plus pleines, comme si son regard y faisait naître des mots nouveaux, certains mots dont elle avait besoin et qui n'étaient pas là. J'imaginais cela, tandis que je dessinais. C'est-à-dire que
L'idée du livre démultiplie ce que soi-même on est en train de lire, et tout d'un coup le temps distendu de cette mademoiselle là qui reste si longtemps devant sa page, son livre, que c'est forcément l'activité intérieure qui démultiplie, déplace aussi notre propre rapport à ce qu'on est en train de lire à cet instant-là. Je dessinais, donc là, la main dessine sans intention, bien arrêtée, puis lorsque je ne savais plus comment continuer, je regardais mon dessin, la tête légèrement penchée à droite. Dans cette position, je découvrais le plus vite ce qui manquait encore. C'était des officiers à cheval qui galopaient à la bataille, ou qui étaient engagés déjà dans la mêlée, ce qui était beaucoup plus simple. C'est vrai que maman prétendait toujours que je n'avais jamais peint que des îles. Aussi cette phrase, tu vois, comme tu peux voir, tu redécouvres en lisant ce qui était la rémanence comme ça, du livre. Des îles avec de grands arbres, un château, un escalier, sur le rivage, des fleurs qui se miraient dans l'eau. Mais je crois qu'elle inventait, ou que ce n'était que plus tard. Il est de fait que ce soir-là, je dessinais un chevalier. Un seul chevalier bien distinct, sur un cheval bizarrement carapassonné. Il devenait si bariolé que je devais souvent changer de crayon. Le rouge, cependant, dominait. Encore une petite rémanence, juste ça, je garde. Ce qui veut dire comprendre le portrait intérieur de la lecture que tu gardes en toi, même si c'est une lecture que tu as fait plusieurs fois, à plusieurs étapes de ta vie, mais qui reste là dans l'indéterminé, au point qu'il faut ensuite longtemps feuilleter pour retrouver la page en question. Le rouge cependant dominait, je le reprenais à tout moment. Une fois de plus, j'allais m'en servir lorsqu'il roula. Je le vois encore, et là tout d'un coup c'est le temps qui s'arrête, parce que je le vois encore, tu te détaches là, du mouvement, obliquement sur ma feuille éclairée jusqu'au bord de la table, et avant que j'eusse pu l'arrêter, tomba à côté de moi et disparut. J'en avais vraiment besoin, j'étais ennuyé de devoir descendre à sa poursuite, avec ma maladresse, comme le narrateur tout d'un coup devient empêtré. Cela n'allait pas sans toutes sortes de complications. Mes jambes me paraissaient beaucoup trop longues. Je ne parvenais plus à les ramener de dessous moi. Cet agenouillement prolongé avait engourdi mes membres. Je ne savais pas trop ce qui m'appartenait et ce qui était le fauteuil. Je finis cependant par débarquer en bas. Confusément, je me retrouvais sur une peau de bête qui s'étendait sous la table jusqu'au mur. T'as pas un détail qui soit indifférent, oui, ou qui n'ait pas sa place en amont, anticipant la résolution au final. Mais là surgit une nouvelle difficulté. Habitué à la clarté d'en haut, tout ébloui encore par l'éclat des couleurs sur le papier blanc. C'est-à-dire c'est le dessin qu'on fait sur la page, après la page du livre que lit l'autre personnage, qui devient la réalité elle-même. Mes yeux ne parvenaient pas à discerner le moindre objet sous la table, où le noir m'apparaissait si clos que j'avais peur de m'y cogner. Je m'en remis donc à mon toucher, agenouillé. En m'appuyant sur la main gauche, je peignais de l'autre les longs poils frais du tapis dont le contact aussitôt me parut familier. Mais toujours pas le moindre crayon. Déjà, je me figurais avoir perdu un temps considérable. J'allais appeler mademoiselle pour la prier d'approcher la lampe, quand je remarquai qu'à mes yeux, qui, malgré moi, s'étaient adaptés, l'obscurité se faisait plus transparente. Déjà, je distinguais le mur du fond que bordait une plainte claire. Je m'orientais entre les pieds de la table. D'abord, je reconnaissais ma propre main étendue, les doigts écartés, qui remuait toute seule, presque comme une bête aquatique, et palpait le fond. Je la regardais faire, il m'en souvient, presque avec curiosité. Elle me paraissait connaître des choses que je ne lui avais jamais apprises, à la voir tâtonner dessous, à son gré, avec des mouvements que je ne lui avais jamais observés. Je la suivais à mesure qu'elle avançait, je m'intéressais à son manège, me préparais à voir je ne sais quoi. Mais comment aurais-je pu m'attendre à ce que, sortant du mur, tout à coup, une autre main vint à ma rencontre, une main plus grande, extraordinairement maigre et telle que je n'en avais jamais encore vue. Elle tâtonnait,
venant de l'autre côté de la même manière, et les deux mains ouvertes se mouvaient à la rencontre l'une de l'autre aveuglément. Ma curiosité était loin d'être satisfaite. Brusquement, elle céda, fit place à la terreur. Je sentais qu'une de ses mains m'appartenait et qu'elle s'enfonçait dans une aventure irréparable. De toute l'autorité que je gardais sur elle, je la retins, la ramenai vers moi, étendue à plat, lentement, sans quitter des yeux l'autre main qui continuait de tâtonner. Je compris qu'elle n'allait pas s'en tenir là. Je ne puis pas dire comment je remontais. J'étais maintenant enfoncé profondément dans le fauteuil. Mes dents claquaient. J'avais si peu de sang au visage qu'il me semblait n'avoir plus de bleu dans les yeux. « Mademoiselle, voulais-je dire ?» et ne pouvait plus. Elle-même alors s'alarma, rejeta son livre, comme si tout était déjà un livre et rien d'autre, s'agenouilla à côté de mon fauteuil, en criant mon nom. Je crois qu'elle me secoua, mais j'avais toute ma confiance. J'avalais plusieurs fois ma salive, j'allais lui raconter. Voilà ce passage. Et il y a un autre passage plus loin. Et, ce qui est bizarre aussi, c'est que dans la sensation de rêve, là, c'est les deux passages, c'était concaténé, c'était un petit peu mêlé. Celle-là, on est avec un mort, le père mort. Malgré moi, je regardais de nouveau le beau visage régulier, et je sus alors qu'il voulait avoir la certitude. La certitude, il l'avait au fond toujours désirée. À présent, il allait recevoir satisfaction. Vous êtes là pour la perforation du cœur. Faites, je vous en prie. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il y a un livre, Gustave Le Bon, il n'y a rien à voir avec mon propre patronyme, celui qui a écrit aussi L'homme des foules, et qui travaille justement sur comment se fabrique tout au long du 19e siècle, avec le développement urbain aussi, toutes les législations concernant les morts. Ça a l'air de rien, mais juridiquement, c'est passionnant à suivre. Et donc, au XIXe siècle, vous savez, y compris toutes ces légendes là, de morts enterrés vivants, d'ongles là, qui grattent les couvercles des cercueils ou qui essayent d'émerger de la terre. Donc, pour éviter ça, au XIXe, on perfore le cœur. Je m'inclinai, fis un pas en arrière. Les deux médecins saluèrent en même temps, commencèrent aussitôt à se mettre d'accord sur leur travail. Quelqu'un déjà écartait les cierges, mais l'aîné des deux esquissa encore quelques pas vers moi. Arrivé à une certaine distance, il se ploya en avant pour s'épargner le reste du chemin, me lança un regard irrité. « Il n'est pas nécessaire, dit-il, c'est-à-dire, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux que vous... Alors, bon, laissez-nous faire votre boulot, mais peut-être que ça serait mieux que vous sortiez. » Il me sembla négligé et usé dans son attitude si économe de soi et si pressé. Je m'inclinai encore une fois. Les circonstances voulaient que je m'inclinasse de rechef. « Merci, dis-je brièvement, je ne vous dérangerai pas. » Je savais que je pourrais supporter cela, qu'il n'y avait pas de raison de m'y soustraire. C'était inévitable. Peut-être ceci manifestait-il le sens de tout le reste. Et puis, jamais je n'avais vu transpercer la poitrine de personne. Il me sembla dans l'ordre des choses que je n'éludasse pas une expérience aussi rare, alors que l'occasion s'en présentait facilement et d'elle-même. Déjà, en ce temps-là, je ne croyais plus aux déceptions. Il n'y avait donc rien à redouter. Non, il n'est rien au monde qui se puisse imaginer. Pas la moindre chose, tout se compose de tant et de tant de détails uniques qu'on ne peut rien prévoir. En imaginant, on passe sur eux et rapide que l'on est, on ne s'aperçoit plus qu'il manque. Mais les réalités sont lentes, indescriptiblement circonstanciées. Bien cette phrase, les réalités sont lentes. Or, qu'est-ce que c'est la réalité? C'est celle que nous, on construit mentalement à travers le temps linéaire de la lecture et ce qu'elle nous décrit, or là, indescriptiblement circonstancié. Qui, par exemple, eût imaginé cette résistance? À peine la large et haute poitrine fut-elle dénudée, donc la poitrine
du père mort, que le petit homme pressé eut déjà trouvé l'endroit dont il s'agissait, mais l'instrument, lorsqu'il l'eut appliqué, ne pénétra pas. J'eus le sentiment que le temps, subitement, était hors de la chambre. Comment tu écris en permanence le temps à côté du lieu. Nous y étions comme dans une image. Nous étions comme dans une image. Ce dédoublement de la réalité. Or, ce que tu te représentes du réel, c'est justement l'image qu'intérieurement tu t'en fais. Ensuite, le temps nous regagna avec une vitesse croissante et un léger glissement. Il y en eut tout à coup plus qu'il n'en pouvait être employé. Soudain, on frappa quelque part. Jamais je n'avais entendu frapper ainsi. C'était un bruit chaud, fermé et double. Mon oreille le transmit, et en même temps, je vis que le médecin avait atteint le fond. Un instant s'écoula avant que les deux impressions se fussent rejointes en moi. Tiens, songeai-je, cela y est donc, le battement, ou son rythme tout au moins, résonna presque avec une joie maligne et triomphante. Je regardais l'individu que je connaissais à présent depuis longtemps. Non, il se dominait tout à fait. C'était un monsieur qui travaillait vite et bien, qui allait repartir tout à l'heure. Et il n'y avait pas dans son attitude la moindre trace de jouissance ou de satisfaction. Sur sa tempe gauche seulement, je ne sais quel ancien instinct avait dressé quelques cheveux. Il retira l'instrument avec précaution. Il y eut quelque chose qui ressemblait à une bouche d'où 2 fois de suite s'échappa du sang, comme si cette bouche avait prononcé un mot de 2 syllabes. Le jeune médecin blond, avec un geste élégant, le recueillit aussitôt dans un peu de coton, et puis la blessure se tint tranquille, comme un œil fermé. Il faut admettre que je m'inclinais de rechef sans, cette fois, me rendre exactement compte de mes gestes. Du moins fus-je étonné de me retrouver seul. Quelqu'un avait remis en ordre l'uniforme et le ruban blanc était posé là, comme tout à l'heure. Mais à présent, le capitaine des chasses était mort. Il n'y avait pas lui seulement qui le fût. À présent, le cœur était transpercé. Notre cœur, le cœur de notre race, à présent, s'était accompli. Aujourd'hui, brigue, et jamais plus, disait une voix en moi. Aujourd'hui, brigue, je vous dis brigue, B-R-I-2-G-E, vous avez bien reconnu qu'il s'agit des cahiers de Malte, Loritz, brigue de Rainer Maria Rilke. Et ce malaise toujours, c'est-à-dire que c'est étrange, Malte, Loritz, brigue, puisque ça commence dans cette description très précise de Paris, une crèmerie, une salle d'attente dans un hôpital. C'est le moment où le jeune Rilke de 23 ans est venu à Paris comme secrétaire de Rodin. Ça se passe mal entre les deux. Il est viré à Berlin. Il y a sa femme et son petit enfant. Et il y a ces mois-là dans une sorte d'économie maximum, c'est-à-dire de détresse pécuniaire, qui se passe pourtant à la Bibliothèque nationale en s'obstinant à travailler des manuscrits de Verlaine, de Baudelaire. Et à mesure, après, que dans cette espèce de misère progresse la maladie, s'écrit l'angoisse, s'écrit la peur. Cette espèce de solitude dans la ville, eh bien, les figures de la peur vont être celles-ci. La main là, qui sort là, du truc, et puis plus tard aussi donc ce cœur qu'on transperce, et il y en a d'autres, et les moments ensuite, je dirais que j'ai moins de souvenirs de ces passages beaucoup plus narratifs, mais où on est beaucoup plus dans une sorte d'anthologie personnelle, mais cette transition là entre la ville, vous savez, cette espèce de fronton d'immeubles en démolition d'où sortent toutes les vieilles cheminées avec ces squelettes de tuyaux de cheminée, ces restes de papier, pages d'anthologie, les cahiers de Malte, Loritz Brigue, tout ça là. Moi je vous l'ai lu à la traduction de Maurice Betts. Il y a une autre traduction dans les grosses œuvres complètes de Rilke, mais là, ce petit poche qui est toujours à traîner là, ça ne veut pas dire que je le relis. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'un livre, c'est une présence indépendamment du fait que tu as besoin de le lire ou pas. Et justement, s'il est toujours là, alors que je ne le relis pas, c'est pour savoir qu'à l'intérieur, il y a ces choses-là qui tiennent à l'angoisse, à la peur, et que c'est ce qui t'aide à maîtriser les tiennes. Un autre passage. L'existence du terrible
dans chaque parcelle de l'air. Tu le respires avec sa transparence. Il se condense en toi, durcit, prend des formes pointues et géométriques entre tes organes, car tous les tourments et toutes les tortures accomplies sur les places de grève, dans les chambres de la question, dans les maisons de fous, dans les salles d'opération, sous les arcs des ponts en arrière-automne, tous et toutes sont d'une opiniâtre indébilité, tous subsistent et s'accrochent jaloux de tout ce qui est à leur effrayante réalité. Les hommes voudraient pouvoir en oublier beaucoup, leur sommeil lime doucement ces sillons du cerveau, mais des rêves leur repoussent et en retracent le dessin. Et ils s'éveillent, haletant, laissent se fondre dans l'obscurité la lueur d'une chandelle et boivent comme de l'eau sucrée cette demi-clarté à peine calmante. Car hélas, sur quelle arête se tient cette sécurité? Le moindre mouvement et déjà le regard plonge au-delà des choses connues et amies, et le contour, tout à l'heure consolateur, se précise comme un rebord de terreur. Garde-toi de la lumière qui creuse davantage l'espace. Ne te retourne pas pour voir si nulle ombre se dresse d'aventure derrière toi, comme ton maître. Mieux eût valu rester dans l'obscurité, et ton cœur illimité aurait essayé de devenir le cœur lourd de tout l'indistinct. Voici que tu t'es reprise en toi, que tu te sens prendre fin dans tes mains et que d'un mouvement mal précisé, tu retraces de temps en temps le contour de ton visage. Et il n'y a presque pas d'espace en toi. Et tu te calmes presque à la pensée qu'il est impossible que quelque chose de trop grand puisse se tenir dans cette étroitesse et que l'inouï même doit devenir intérieur et s'adapter aux circonstances. Mais dehors, tout est sans mesure. Et lorsque le niveau monte, au dehors, il s'élève aussi en toi, non pas dans les vases qui sont en partie en ton pouvoir ou dans le flegme de tes organes les plus impassibles, mais il croît dans les vaisseaux capillaires, aspirés vers en haut, jusque dans les derniers embranchements de ton existence infiniment ramifiée. C'est là qu'il monte, c'est là qu'il déborde de toi, plus haut que ta respiration, et dernier recours, tu te réfugies comme sur la pointe de ton haleine. Ah, et où ensuite? Ton cœur te chasse hors de toi-même, ton cœur te poursuit, tu es déjà presque hors de toi, tu ne peux plus, comme un scarabée sur lequel on a marché, tu coules hors de toi-même, et ton peu de dureté ou d'élasticité n'a plus de sens. Ô nuit sans objet, ô fenêtres sourdes, ô dehors, ô portes closes, avec soin pratique venu d'anciens temps, transmise, vérifiée, jamais entièrement comprise. Ô silence dans la cage de l'escalier, silence dans les chambres voisines, silence là-haut au plafond, ô mère, ô toi unique qui t'es mise devant tout ce silence, autant que j'étais enfant, qui le prend sur toi, qui dit « Ne t'effraie pas, c'est moi », qui a le courage en pleine nuit d'être le silence pour qui a peur, pour ce qui périt de peur. Tu allumes une lumière et le bruit déjà, c'est toi, tu la soulèves et tu dis « C'est moi, ne t'effraie pas ». Et tu la déposes lentement. Il n'y a pas de doute, c'est toi. Tu es la lumière autour des objets familiers et intimes qui sont là, sans arrière-sens, bons, simples, certains. Et lorsque quelque chose remue dans le mur ou fait un pas dans le plancher, tu souris seulement, souris, transparente sur fond clair, au visage angoissé qui te sonde, comme si tu ne faisais qu'un avec le mystère, comme si tu étais dans le secret de chaque son étouffé, d'accord avec lui, et de concert. Voilà. Et ce qui me rend, en tout cas, moi, Les Cahiers de Malte, Laurits Brigge, un livre tellement indispensable.